Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par le service 18-19. Donc moi, je m'appelle Catherine et voilà, je vous accueille ce matin avant de donner la parole à Aslam Bakali qui va démarrer la présentation. Donc j'espère qu'au niveau technique, tout est OK. Vous avez toujours la possibilité de réagir via le chat et notamment de poser vos questions durant tout le webinaire. Alors, je fais juste une brève introduction du service 18-19. Donc, nous sommes un service régional bruxellois qui a pour mission d'informer et d'orienter tout entrepreneur dans ce questionnement et dans son processus, soit de création d'activité, soit de développement d'une entreprise existante. On organise plusieurs fois par an des semaines thématiques. Annuellement, on organise toujours en octobre ou en novembre une semaine sur la transmission d'entreprise et c'est donc dans ce cadre-là que vous participez au webinaire et vous avez peut-être l'occasion de participer à d'autres événements puisqu'on a déjà commencé cette thématique la semaine dernière. Donc ce matin, on va aborder le thème de la reprise comme alternative à la création d'une entreprise. On aura une première partie par, comme je le disais, Monsieur Bakali, qui va nous parler vraiment du pourquoi et du comment on reprend une entreprise. Cette partie va durer environ 3/4 d'heure. On prendra ensuite 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, à les poser par écrit dans le chat. On va les compiler et prendre un moment de questions-réponses. On fera ensuite une courte pause de 5 minutes avant de passer à une présentation de mon collègue Hugues et de Guido Segers sur les différentes plateformes de transmission d'entreprise qui existent. Et on terminera par un témoignage de Pierre Faucan qui a repris un bed and breakfast à Etterbeek et qui viendra nous partager son expérience. Voilà, je vais vous laisser désormais en présence d'Aslam Bakali. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux bien que je présente mon écran? Effectivement, je viens de le faire. Parfait. Voilà, vous le voyez? Tu le vois? On voit bien ton PowerPoint qui n'est pas en plein écran, mais on le voit. Attends, je vais le mettre en plein écran. Ça a l'air d'être bon? Oh. Désolé. Pas de souci. C'est très lisible comme ça, mais si tu veux le mettre en mode... Oui, je vais le mettre en mode présentation. En mode présentation. Voilà, super. Ouais. Merci. Oh là là. Attends. Ah là. Désolé. C'est parfait comme ça. On voit ton PowerPoint. Oui, mais moi je ne le vois pas. Je ne vois plus mon PowerPoint où il est. Ah voilà, je crois l'avoir. C'est des aléas à vue directe, comme on dit. Oui, mais il y a une partie de l'écran qui m'empêche de voir ma présentation. Ah, peut-être, voilà, parfait. Bon, excusez-moi, bonjour à tous, à toutes. Nous allons effectivement parler d'un sujet important qui est celui de la création d'entreprise, en particulier une question qui revient, c'est est-ce qu'il est préférable de créer son entreprise ou d'en reprendre une existante. Donc maintenant, on sait que les enjeux sont importants quant à la reprise. Juste quelques chiffres, on parle d'1 million de sociétés plus ou moins qui ont un numéro de TVA. On parle d'une cession d'entreprise tournant aux alentours de 25 à 30 000 par an. Donc, on tourne aux alentours de 2,5-3% de cessions par an. On sait qu'il y a eu le papy boom, on sait que, ou le baby boom qui devient du papy boom, on sait que près de 40% des entrepreneurs aujourd'hui ont plus de 50 ans. Donc, la reprise est vraiment un enjeu économique et social important puisqu'il y a pas mal de jobs à la clé. Leur pérennité est super essentielle. Alors, c'est une question qui est assez compliquée à répondre tout simplement parce qu'elle dépend du profil de chacun.
Mais une des choses qui est claire, c'est on sait qu'en Belgique, on a une brique dans le ventre et on peut se poser la même chose par rapport à l'achat d'une maison ou tout simplement le fait de bâtir sa propre maison. On a des considérations relativement identiques, à savoir que d'un côté, on démarre de rien, on a des plans et tout peut se passer convenablement, mais en même temps, on sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Du bâti neuf n'est pas nécessairement une certitude de problème en moins. On sait qu'on a des cas assez éloquents en la matière. Et la même chose, lorsqu'on achète une belle bâtisse, eh bien, on peut avoir des petits soucis derrière également. Donc, il y a toute une analyse à faire. Et on peut se dire qu'il y a, en termes d'éléments de réponse par rapport à une nouvelle habitation ou une ancienne, il y a des éléments temps qui vont jouer, des éléments coûts qui vont jouer, des éléments risques. Il est clair qu'une nouvelle habitation, ça prend du temps. Il y a pas mal de coordination entre les différents corps de métier. Ça démarre avec les permis de bâtir, architectes, etc. Tandis qu'une ancienne habitation, c'est quelque chose de relativement immédiat. Bon, c'est clair qu'entre trouver son habitation, passer le compromis, passer l'acte, ça peut prendre quelques mois. En général, on parle de 2 mois et demi à 3 mois minimum. On sait que le facteur coût peut jouer, mais surtout le facteur risque, puisque dans le cas d'une nouvelle habitation, il y a des garanties décennales. Ça ne veut pas dire que tout va être parfait, mais au moins il y a des garanties existantes. Dans le cas d'une habitation ancienne, oui, hormis des vices cachés, il y a des risques évidents. Et puis, l'autre point qui est important, c'est bien entendu, lorsque vous pouvez construire vous-même, vous choisissez de l'esthétique de votre bien en fonction de votre budget, bien entendu, de la localisation, des types de fonctionnalités que vous voulez avoir, tandis que dans le cas d'une vieille habitation, clairement, vous êtes tenu à l'existant, sauf si vous décidiez de faire des rénovations et en particulier des grosses rénovations. Donc, on est un peu dans le même cas de figure dans le cadre d'une création d'entreprise ou d'une reprise. Et ici, ce que je vais essayer de démontrer, c'est quels sont les pour et les contre entre les deux options. Et puis, on terminera par les différentes étapes que l'on rencontre dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Alors, les grosses différences vont arriver sur 6 points qui vont être abordés aujourd'hui. Donc, il y a le processus, l'apport de fonds, je vous laisse lire le reste. Et on va les reprendre un par un, en se focalisant vraiment sur l'essentiel et en essayant de mettre en exergue les différences fondamentales. Alors, si on démarre par le processus, c'est clair qu'une création, c'est quelque chose qui est relativement rapide, puisque vous pouvez créer votre société en 1 semaine, on va dire, 2 semaines. On a une simplicité relative, tout simplement parce que vous avez une idée, vous dites, voilà, je crée ma société et on y va. Par contre, vous avez une certaine forme de lourdeur administrative. Donc, d'une part, il faut définir quand même quel type de société vous allez mettre en place. Gardez à l'esprit qu'il y a le nouveau code des sociétés associations qui est entré en vigueur en mai l'an dernier. Déterminer quelle société. Donc, en règle générale, des petites structures. Il faut savoir qu'en Belgique, plus de 95% des entreprises ont moins de 10 personnes. Ces entreprises, généralement, sont constituées sous la forme d'une société à responsabilité, anciennement SPRL, Société à personne à responsabilité limitée. Alors, la lourdeur administrative, elle vient principalement du fait qu'il y a un acte constitutif. Qui dit acte constitutif, dit il y a aussi voilà, des formalités de dépôt, des formalités au niveau de l'objet, bien entendu, de l'entreprise. Ça veut dire aussi passer via un notaire. Ça veut dire s'enregistrer à la banque Carrefour, etc., etc. Donc, il y a du travail administratif derrière, c'est un peu plus lourd, même si aujourd'hui, le législateur fait tout pour essayer de rendre la création d'entreprises plus simple. Alors, à contrario, vous avez la reprise. La reprise prend du temps, tout simplement parce que vous devez cibler votre entreprise. Vous allez aller au travers d'un processus dont on va parler plus tard au niveau des étapes importantes. Il y a tout ce qui est analyse du dossier, montage financier, tout ce qui est lettre d'intention, convention de cession, et on en reparlera également tout à l'heure. Mais ce qui est sûr,
c'est que dans un cas, on crée et on démarre de rien. De l'autre côté, il y a une entreprise qui fonctionne déjà. Donc ça, c'est un élément clé. L'autre élément, c'est au niveau des fonds. Mais on sait que dans le cas d'une création d'entreprise, je parlais du nouveau code des sociétés, mais clairement, vous pouvez démarrer une société avec 1 euro. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limite de fonds ou de minimum de fonds. De par le passé, on était à 18 550 pour une SPRL. Donc aujourd'hui, cette limite de fonds est enlevée tout simplement. Par contre, vous avez une obligation quant à la pérennité de votre entreprise au travers d'un plan financier et vous devez démontrer que votre entreprise peut fonctionner avec votre plan et les fonds que vous y mettez. S'il y a faillite dans les 3 ans, ben là, votre responsabilité personnelle sera engagée. L'autre point négatif, par contre, au niveau de la création, c'est vous démarrez de rien et vous n'avez pas nécessairement une rémunération parce qu'avant de pouvoir atteindre un certain niveau d'activité et vous rémunérer convenablement, ben, il vous faudra certainement du temps. Dans le cas d'une reprise, ben, c'est clair que vous n'allez pas démarrer avec 1 euro. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. Tout dépendra de votre cible, de vos moyens, de votre profil de risque. Et il y a malgré tout, même si le prix est élevé, mais il y a des possibilités de financement, il y a des possibilités de paiement différés. Donc une partie du montant de la reprise sera différée dans le temps. Donc on peut dire entre 20 et 30% du montant qui ne sera pas payé au jour de la signature de la convention, mais qui sera payé peut-être sur 5 ans. La rémunération normale, donc vous démarrez avec une rémunération, ce qui est toujours quelque chose de positif. Toujours en termes d'apport de fonds, les apports de fonds traditionnels sont les fonds propres, bien entendu, donc vos fonds à vous. Vous pouvez faire appel à des amis, à la famille, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Les banques les investent, mais invest peut être pris de manière beaucoup plus large puisqu'on peut avoir des investisseurs, tout simplement. Vous avez déjà entendu parler du tax shelter. Donc aujourd'hui, il y a des individus, vous et moi, qui pouvaient investir dans une société start-up, donc il y a moins de 4 ans, jusqu'à concurrence de 100 000 euros et il y a une déductibilité fiscale de 45%. Donc c'est quelque chose de relativement attrayant. Vous n'avez pas ce genre de choses évidemment au niveau de la reprise, mais par contre vous allez avoir des capacités de financement identiques, donc fonds propres, banques, Invest et autres investisseurs. Mais par contre, vous avez un élément en plus qui est le cédant. Le cédant, souvent, accorde un crédit qu'on appelle le vendor loan ou le crédit vendeur, par lequel un certain montant de la transaction sera financé par le cédant et le repreneur payera ce montant sur une durée déterminée. Alors toujours en apport de fonds, et ça c'est principalement par rapport à des externes. On sait très bien que les banques aujourd'hui sont réticentes, en particulier par rapport à l'inconnu, contrairement à la reprise où là, il y a un historique et donc c'est beaucoup plus facile d'obtenir des lignes de crédit, etc. Et puis vous avez des interventions dans les deux cas. Quand vous reprenez une société, vous avez des interventions du fonds de garantie, vous avez des aides, etc., que ce soit à Bruxelles, en Wallonie. Et donc, là, il n'y a pas véritablement de différence entre les deux options. En termes de contraintes, c'est clair que dans le cas d'une création, on démarre de rien. Donc, ça veut dire qu'il faut obtenir les permis d'environnement. Si vous n'avez pas l'accès à la profession, il faut l'avoir. Les différents types d'autorisation, licences et autres relatives au secteur dans lequel vous allez vous lancer. Donc, tout ça est une forme de barrière à l'entrée. Par contre, au niveau de la reprise, vous reprenez une société et dans la société, il existe déjà ces permis de bâtir, de bâtir ou autre, mais surtout ces permis, ces autorisations de pouvoir exercer, puisque ces autorisations sont concédées à la société et pas à un individu. Donc ça, c'est quelque chose également à prendre en considération. Si on se met sur le volet des investissements, la création, vous démarrez, donc est-ce que vous allez trouver le bon équipement pour ce que vous voulez faire? Maintenant, c'est clair qu'on va se positionner différemment si on est dans du service ou si on est dans la production, bien entendu. En cas de service, un PC, une imprimante, scanner, multifonction, c'est bon.
Si on est dans de la production, c'est clair que l'équipement va jouer un rôle assez important. Dans la création, est-ce qu'on va vers du neuf? Est-ce qu'on va vers de l'occasion avec des risques éventuels? À prime à l'investissement, lorsqu'on démarre, il y a des primes qui existent. Par contre, la difficulté, c'est toujours le financement, l'inconnu dont je parlais précédemment. Trouver ces financements justement pour pouvoir acquérir les équipements nécessaires. En termes de reprise, là, la société tourne, il y a des outils de production en place, les techniques de production et autres sont éprouvées, adaptées. Donc, de ce point de vue-là, c'est certainement un point positif. L'autre point positif, c'est que les machines et outillages sont en activité et donc font l'objet d'un amortissement économique. Et donc, par définition, c'est des machines et outillages d'occasion, donc elles sont moins chères, il ne faut pas réinvestir dans du neuf. Le point positif, c'est que les financements sont déjà négociés avec les banquiers, par exemple. Par contre, il n'y a pas de prime d'investissement, puisque bon, voilà, vous n'allez pas vous lancer dans du neuf, etc. Même si d'un point de vue fiscal, il y a bien entendu au niveau fédéral des primes à l'investissement, ou du moins des exonérations et des avantages liés à des investissements. Alors, en termes d'organisation, le fait de démarrer sa société, ça veut dire qu'il faut tout inventer. Je ne vais pas dire réinventer nécessairement. Donc, c'est le système, le process, les produits, tout ce qui peut tourner autour de cette création. Et l'élément qui est particulièrement difficile, c'est la solitude de l'entrepreneur. C'est de se dire, autant on est indépendant sur papier, autant on est super dépendant par rapport à un certain nombre d'acteurs, que ce soit les clients, les fournisseurs, les banquiers et autres. Et on n'a pas nécessairement l'opportunité de partager non seulement nos émotions, mais également nos idées. On est vraiment seul dans l'entreprise. Maintenant, quand on parle de création, ça ne veut pas nécessairement dire une société avec une seule personne, qu'on soit très clair. Puisque dans le cadre d'une seule personne, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on crée une société où on travaille en personne physique, avec les points négatifs évidemment qu'on connaît, en particulier lorsqu'on est en personne physique, c'est le taux de taxation à l'impôt des personnes physiques qui est beaucoup plus désavantageux que l'impôt des sociétés. Et puis, c'est la ségrégation du patrimoine entre le privé et le professionnel. Mais la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, surtout en temps un peu plus difficile, au démarrage, etc. Parce que vous aurez toujours autour de vous des gens qui vous diront « Mais dans quoi tu t'es lancé? C'est une galère, tu aurais dû rester dans ton job, là tu avais un salaire garanti, etc. » Donc ça, c'est une réalité. Vous allez être sujet à ce genre de pression. En termes de reprise, par contre, l'organisation existante, vous avez les gens qui sont en place, etc. Et puis, dans la plupart des transactions, il y a un accompagnement du cédant durant la transition. Et donc, le cédant va pouvoir rester avec vous à bord pendant X mois à définir dans la convention de cession-acquisition dont on reparlera tout à l'heure. Toujours en termes d'organisation, la création, ça voudra dire recruter des gens. Ce n'est pas nécessairement simple de recruter les bonnes personnes. Alors, il y a le tâtonnement. C'est clair qu'il y a l'essai-erreur, il y a des coûts par rapport à ce tâtonnement. L'apprentissage prend du temps. Ça, ce seront plutôt les points négatifs. Et puis, vous avez des points positifs sur les primes à l'engagement qui existent au niveau régional. Et puis les possibilités de négocier les conditions salariales. Pour autant, bien entendu, vous respectez les règles de votre convention collective. Donc, on ne fait pas tout et n'importe quoi dans la création, bien clair. Dans l'entreprise reprise, le personnel est présent. Alors, ça a du bon, ça a du moins bon. Lorsque vous avez du personnel motivé, performant, compétent, c'est génial. Lorsque ce n'est pas le cas, il y a peut-être des licenciements à prévoir, ce qui n'est jamais agréable, puisqu'on est tenu par l'existant. Prime à l'engagement, par rapport au personnel existant, il n'y en a pas. Si vous engagez des personnes additionnelles, c'est clair que là, c'est envisageable. Et puis, l'élément qui est important aussi au niveau de l'organisation, à partir du moment où vous êtes tenu par l'existant, si demain,
vous deviez licencier quelqu'un, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui serait positif, mais vous êtes lié aussi à un passif social, puisque vous allez devoir respecter les règles de licenciement, les indemnités de rupture, etc. Alors, toujours en termes d'organisation, vous avez du nouveau personnel, apprendre à chacune des personnes à travailler ensemble, créer une culture d'entreprise, hein, c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, essayer d'inculquer ça à chacun des membres de telle manière à travailler de concert à un objectif commun. Par contre, dans le cas de reprise, vous avez le poids du passé. On parle souvent de l'inertie ou de la résistance au changement, mais ça existe. Hein. Vous avez un patron qui a travaillé d'une certaine manière, vous arrivez comme nouveau repreneur, le nouveau patron, ben vous allez avoir des idées différentes, une approche différente. Ça peut générer quelques tensions. Et pour vous-même, en tant que repreneur, ben vous pourriez avoir des problématiques d'intégration dans ce qui existe déjà. Donc, ce sont en général les points clés, en n'oubliant certainement pas le dernier point qui est remplacer l'ancien patron. Ben, ce n'est pas quelque chose de nécessairement simple. Vous aviez des profils plutôt autocratiques, vous êtes peut-être plus démocratique dans vos approches participatives, mais ça peut, autant sur papier c'est très positif, autant ce n'est pas nécessairement quelque chose d'accepté facilement par les employés de l'entreprise, parce que voilà, on a pris le pli, on a une habitude de travail, et le fait de la changer, ben, ça crée une forme de tension. Il ne faut certainement pas oublier, lorsqu'on reprend une société où on la crée, ben, c'est tout le volet commercial. Lorsqu'on démarre sa propre société, ben, trouver des clients, trouver des partenaires, ben, ce n'est pas nécessairement simple, on n'est pas connu, il faut faire de la notoriété, il faut se faire remarquer, il faut être différenciant, créer ce fameux climat de confiance. On n'a pas d'historique de comment on fait pour créer ce sentiment de confiance. Dans l'exemple ici, c'est facilité de paiement par rapport à des fournisseurs. C'est clair que quand vous n'avez jamais travaillé avec un fournisseur, ben, il ne va pas vous dire vous payez à 90 jours. Hein. Il va plutôt vous dire vous payez à l'avance, je vous livre, et puis on verra un peu la relation, comment elle se développe, et en fonction de la confiance qui va être mise en place, ben, je vous ferai des conditions plus intéressantes. Donc, il faut tout faire, il faut tout conquérir, et en particulier le volet client. Dans le cas d'une reprise, ben, les erreurs ont déjà été commises dans le passé, vous avez déjà vos relations, en particulier clients, fournisseurs et banquiers. Vous ne devez pas aller rechercher une clientèle ancienne, elle est déjà en place. Maintenant, c'est clair que dans une reprise, l'objectif, ce n'est pas de maintenir l'existant, l'objectif, c'est souvent de développer le potentiel de l'entreprise, travailler avec les différents moteurs de développement, de telle manière à ce qu'elle aille beaucoup mieux que ce qu'elle était à la reprise. Alors, en conclusion, je crois que la très grosse différence entre les deux, c'est le risque opérationnel, puisque dans un cas, il faut tout prouver, de l'autre côté, c'est déjà en place. Je mettrai un bémol par rapport à ça. Il est super important dans le cadre d'une reprise de passer au travers d'un certain nombre d'étapes. J'en reparlerai tout à l'heure, mais une des étapes, c'est l'audit. C'est clair qu'on peut vous vendre de la camelote, je dirais, et il faut être très vigilant par rapport à ça. J'en parlerai dans un instant. Alors, le risque financier, comme les sommes au départ sont moindres, ben, le risque financier, en théorie, il est limité. Maintenant, il est clair que si vous avez abandonné votre job pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, ben, le risque n'est pas si limité que ça, puisque hormis l'euro symbolique que vous auriez investi dans votre société, ben, quelque part, vous n'avez plus de salaire. Donc, c'est aussi un élément financier important à prendre en considération dans l'équation. Et bon, l'image, c'est qu'on prend un train à l'arrêt, on démarre, donc voilà, ça prend du temps pour faire bouger ce train, pour le faire avancer à une vitesse de croisière, tandis que dans l'autre cas, on saute dans un train en marche. On a des risques financiers plus importants puisqu'on investit de manière beaucoup plus significative. Mais ça reste une option qui est super intéressante aujourd'hui. Il y a de superbes sociétés qui seront cédées dans les mois, les années à venir. Donc, c'est une option qui est certainement à évaluer. Alors, lorsqu'on parle des différentes étapes,
je vais mettre en exergue les étapes clés, sans aller nécessairement dans le détail, puisque c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps pour aller vraiment au travers. Dans les différentes étapes d'une reprise, mais il y a les différentes phases d'un point de vue cédant. Donc, c'est le repreneur par rapport au cédant. Donc, on a d'abord le projet de reprise. On en parlera dans une minute. Recherche de la cible. Une fois qu'elle est identifiée, c'est faire un premier diagnostic, rencontrer le cédant. La lettre d'intention, vous aurez certainement entendu parler d'une LOI, donc c'est Letter of Intent ou lettre d'intention, et la négociation et la finalisation de l'accord et la transition. Donc, ce sont les 6 phases entre repreneur et cédant. Mais à côté de ça, vous allez avoir aussi un processus avec des étapes au niveau du montage financier, parce qu'il va falloir vous trouver des fonds. On a parlé des fonds propres, des financements externes tout à l'heure. Il y a un business plan. Le business plan, il est essentiel par rapport au financier, justement, en vous disant, vous pouvez investir dans mon business ou je peux obtenir des financements parce que mon business plan tient la route. Il y a pas mal d'argent qui vont être dégagés. Juste garder à l'esprit que le banquier, ce qui l'intéresse, c'est être remboursé de son capital et obtenir ses intérêts. Et juste pour donner une petite idée du risque que le banquier prend aujourd'hui, il vous prête 100, il va vous demander 2% d'intérêt. Si vous ne payez pas 20% du montant, hein, parce que pour une raison ou pour une autre, vous êtes défaillant, mais il perd beaucoup plus que les intérêts qu'il aura obtenus sur la durée du contrat. Donc, on voit que le poids aujourd'hui des intérêts est relativement faible et que le risque est quand même assez important pour le banquier, même si le banquier continue à jouer un rôle essentiel dans le transfert des flux de trésorerie entre les différents acteurs économiques. Recherche de financement. Avec un business plan solide, on peut le faire plus facilement. Et puis, c'est boucler le montage afin de signer le contrat au niveau financier et de pouvoir signer par la suite la convention de cession-acquisition. Lorsqu'on parle de reprise, donc si demain vous vous dites, voilà, je veux reprendre une société, la première chose qu'il faut bien identifier, c'est quel est votre profil, quelles sont vos motivations, pourquoi d'abord vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez l'étoffe d'un entrepreneur, que ce soit dans la création ou dans la reprise, hein, ces motivations doivent être vraiment claires. Il est très différent d'être entrepreneur que d'être employé dans une structure. Personnellement, j'étais directeur financier dans plusieurs groupes. Je peux vous dire que ma vie en tant que consultant est très différente de ma vie en tant qu'employé d'une société, avec des points super positifs dont je suis super heureux et puis d'autres qui sont un peu plus embêtants. Mais bon, voilà, ça c'est la réalité. Les objectifs que vous recherchez dans l'investissement dans une reprise et les atouts que vous avez par rapport à cette reprise. Donc, est-ce que vous avez un background, vous avez une expérience, tout ça va jouer en votre faveur. Pour autant que vous ayez sélectionné le bon secteur d'activité où vous vous sentez confortable, quelles sont les contraintes et quel est le niveau de risque acceptable. Alors, on sait que le risque et le prix d'une transaction sont liés. Donc, en règle générale, plus le risque sera élevé, plus le prix de l'achat sera faible, hein, puisque vous n'allez pas reprendre une société avec un risque de 50% au même prix qu'une société qui tourne parfaitement et le risque est limité. Donc, il y a une décote au niveau du prix en fonction du type de risque. Quel est votre secteur de prédilection? Il y a des personnes qui vous diront, moi, j'aimerais bien être dans l'IT, donc l'informatique, le digital, le sanitaire, le médical, et vous diront, moi, l'alimentaire ne m'intéresse pas du tout parce que je ne trouverai pas mon compte, je trouve qu'intellectuellement, ça ne me ressemble pas, etc. La localisation. Ici, je suis en discussion sur un dossier, les acquéreurs potentiels ou candidats acquéreurs se trouvent en France. Donc, c'est clair que si vous achetez quelque chose en Belgique, il faudra probablement revenir en Belgique parce qu'à distance, ça peut être compliqué.
la taille de l'entreprise que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez plutôt une taille 3 à 4 personnes ou vous cherchez une société de 20, 30 personnes et le prix que vous êtes prêt à payer. Donc, savoir quels sont les montants dont vous disposez, c'est également essentiel. Quelle est votre expérience par rapport au secteur, fonction éventuellement? Vous étiez dans le secteur des boissons non alcoolisées, comme je l'étais. Vous étiez marketing, eh bien, voilà, vous avez certainement une expérience dans ce domaine-là, dans le domaine marketing. Il faut travailler vraiment sur ses forces. Les ressources propres dont vous disposez, quelles sont les ressources externes que vous pourrez obtenir et quel est le rôle que vous voulez jouer en tant que repreneur. Alors, il y a des repreneurs qui se disent, moi, tout ce que je recherche, c'est investir et obtenir un revenu passif. Donc, je ne travaille pas. Il y en a d'autres qui vous diront, moi, je veux avoir un rôle opérationnel. Il y en a d'autres qui vous diront, moi, je veux un rôle de gestion et je regarde les chiffres une fois tous les 2 semaines, une fois par mois, etc. Donc, vous avez des types de contrôles qui sont très différents, des types de rôles différents. Vous voulez prendre 50% de la société, 51%, 100%. Donc, tout ça va également jouer au niveau du ciblage. Lorsqu'on parle de ciblage, la première question, c'est comment on fait pour identifier une cible potentielle. Alors, en règle générale, il y a des plateformes en ligne. On aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure avec Hugues et Guido. Et puis, c'est se dire, il y a des cabinets spécialisés en cession-acquisition. Et donc, en fonction des critères que vous aurez retenus, vous allez pouvoir cibler potentiellement les sociétés à reprendre. Alors, hiérarchiser les caractéristiques de la cible, parce que c'est clair que l'entreprise ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des points forts, des points qui sont moins positifs, et donc vous devez pouvoir hiérarchiser. Trouver le mouton à 5 pattes, ça risque d'être compliqué. Je sais que le repreneur souvent recherche ce mouton à 5 pattes et prend énormément de temps pour cibler, donc il n'est pas anormal, et je le vois régulièrement, que des repreneurs sont dans le marché depuis 2-3 ans et ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'ils ne mettent pas la barre trop haut? Donc, à analyser également. Et puis, l'autre information importante au niveau du ciblage, c'est tout simplement collecter les bonnes informations, les informations pertinentes. Donc, en général, vous obtiendrez d'un cabinet de cession-acquisition ce qu'on appelle un teaser, qui est juste une description anonyme de la cible. Puis, vous signerez un NDA, donc c'est une convention de non-divulgation d'informations ou de confidentialité, Non-Disclosure Agreement. Sur base de ça, on vous enverra le dossier, qui est appelé dans le jargon l'info-mémorandum ou l'info-mémo, dans lequel vous retrouverez pas mal d'informations sur l'entreprise. Donc là, vous aurez le détail de l'entreprise, des données clés, mais vous n'aurez pas, par exemple, la liste des clients, vous n'aurez pas la liste des fournisseurs, etc., puisque ça, c'est du domaine super confidentiel, et on vous donnera cette information que plus tard, si vous signez une lettre d'engagement, une lettre d'intention dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a d'autres informations que vous pouvez obtenir. C'est l'info via la Banque nationale, c'est les comptes annuels, rapports de gestion et autres, le moniteur belge qui regorge d'informations importantes. Et puis, vous pouvez demander, c'est quoi le plan prévisionnel de l'entreprise, où vous la voyez dans 3 ans, etc. Est-ce qu'il y a un business plan derrière? Donc, toutes les informations dont vous pourriez bénéficier. L'intermédiaire va jouer un rôle important également en termes de réponse. Donc, vous allez avoir un certain nombre de questions, mais il va pouvoir vous répondre sur pas mal de points. Il est possible que certains points pour lesquels il n'a pas la réponse devront être discutés directement avec le cédant. Donc, c'est également envisageable et indispensable à un moment donné. Donc, ça, c'est au niveau du ciblage de l'entreprise. Alors, il faut absolument faire un diagnostic de reprise. Alors, tout simplement pour s'assurer que la cible est en ligne avec vos attentes en tant que repreneur. Alors, il est possible que vous arriviez à la conclusion que, non, finalement, ce n'est pas pour vous. Avant de vous lancer dans le projet, il faut s'assurer de cette adéquation, bien entendu. Et une fois que vous dites, OK, c'est bon pour moi, j'ai envie de rencontrer le cédant parce que j'ai envie de savoir qui il est, est-ce qu'on partage des valeurs communes, quel serait le relationnel avec lui. Donc, c'est aussi un passage obligé. Et tout ça va vous permettre de poser vraiment une évaluation économique et financière de votre cible. Se dire, voilà, sur base de ces infos, aujourd'hui, je peux déjà me faire une première évaluation.
éventuellement faire une valorisation à un moment donné, ou dire quel est le prix économique, la valeur intrinsèque de cette entreprise, de telle manière à, le cas échéant, faire une offre. Alors, lorsqu'on parle de négociation, il y a deux volets. Il y a la négociation avec le cédant et on verra qu'il y a la négociation avec le banquier. Dans le cas de la négociation avec le cédant, on va rencontrer le cédant, on va discuter de valorisation, de prix. On va s'accorder sur une approche de prix en particulier. Il y a une lettre d'intention qui sera signée. Alors, dans la lettre d'intention, on va définir l'objet de la transaction, mais aussi les conditions de la transaction. La lettre d'intention, il y a toujours cette discussion, est-ce qu'elle est liante, elle n'est pas liante. Donc, certains avocats vous diront, oui, elle est liante, donc il y a un engagement ferme. Il y en a d'autres qui vous diront, non, c'est une intention, ce n'est pas un engagement ferme. Donc là, c'est à discuter et éventuellement mettre dans la lettre d'intention qui est déjà une convention. C'est presque un compromis d'achat. Mettre des clauses qui vont mettre plus l'accent sur l'engagement du cédant et du repreneur. Donc, de telle manière à ce que ce soit quasi un contrat. Lors de la lettre d'intention, le prix n'est pas nécessairement finalisé. Donc, on voit souvent des lettres d'intention dans lesquelles la formule est déterminée, c'est-à-dire c'est X fois un certain montant. On définit déjà la manière dont le montant va être structuré. Est-ce qu'il y a 100% du montant qui sera payé au moment de la clôture de la transaction? Est-ce qu'il y a 75% avec 25% qui seront différés? C'est le fameux crédit vendeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, tous ces éléments seront stipulés dans la lettre d'intention, mais elle n'est pas encore super détaillée. Et on parlera de la convention par la suite. Il y a la due diligence. Donc, ça, c'est le fameux audit pré-acquisition dans lequel il y a un certain nombre de choses que vous allez vouloir analyser, que ce soit les aspects comptables, fiscaux, sociaux. Ça peut être des aspects environnementaux, donc permis de bâtir ou permis pollution des sols et ce genre de choses. Ça peut être technologique, donc ça peut toucher à pas mal d'éléments différents. Et puis, il y a la convention. Là, c'est véritablement, on est arrivé au bout du processus et là, on va signer et donc on s'engage. C'est un peu l'acte notarié, sauf qu'une convention de cession ne passe pas via un notaire puisqu'il n'y a pas de transfert de biens immobiliers. Si vous avez un bâtiment dans l'entreprise, il fait partie de l'entreprise et il fait partie de la valeur des parts et donc c'est tout simplement un transfert de parts qui va se réaliser. La convention sera assez précise, pour ne pas dire super précise, puisque les termes et conditions seront vraiment épluchés ligne par ligne, article par article, super important, puisque là, il n'y a pas de marche arrière, vous êtes engagé, le prix va être payé, etc. Alors, la fameuse due diligence ou l'audit pré-acquisition, là, on va analyser un certain nombre de choses, mais l'idée essentielle, c'est ce n'est pas vous qui allez le faire, sauf si vous êtes un expert vous-même. Vous dites, OK, je vais faire cet exercice. C'est un exercice assez périlleux puisque les enjeux sont quand même très importants. L'idée, c'est de pouvoir limiter le risque lié à l'acquisition. Encore une fois, le cédant peut vous raconter des choses qui ne se retrouvent pas dans la réalité. Donc, faire la part des choses entre ce qui est dit et ce qui est véritablement vérifié. Et donc, ça va permettre de valider un certain nombre de choses et éventuellement de renégocier la valorisation qui avait été inscrite dans la lettre d'intention. Et éventuellement, si vous retrouvez des vieux rossignols, si vous retrouvez des cadavres dans les tiroirs, tout simplement vous retirer et dire, bon, on ne va pas plus loin dans la transaction. La due diligence va également faire ressortir un certain nombre de risques qui vont devoir être couverts au niveau de la convention de cession-acquisition. J'en reparlerai dans un instant. Alors, les matières qui sont couvertes, j'en ai parlé brièvement, financière, comptable, fiscale, sociale. Vous avez des aspects juridiques, puisqu'il y a des aspects contractuels, les propriétés intellectuelles, si vous avez des brevets, vous avez des licences, vous avez développé des technologies, des litiges éventuels, permis d'exploitation, pollution des sols, etc., dont j'ai parlé. Donc, c'est assez large, les systèmes. Donc, vous pouvez vous dire, voilà, ici, je suis dans de l'e-commerce. Est-ce qu'il y a une architecture e-commerce solide?
Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités sur le site, hein, parce que si vous êtes dans l'e-commerce, en réalité, toutes les ventes se font via Amazon ou se font via Bol ou Cdiscount et autres, ben c'est clair que la valeur de votre technologie a beaucoup moins d'importance. Les aspects environnementaux, organisationnels, stratégiques, tout simplement parce que la stratégie est essentielle pour la pérennité de l'entreprise, la différenciation. Donc, vous allez vouloir savoir c'est quoi le business plan de l'entreprise, c'est quoi ces leviers inexploités de développement. Donc, tout ça va également faire l'objet d'une analyse. Et un élément qui ressort de plus en plus aujourd'hui dans le cas du Covid, des personnes s'imaginaient que ça puisse nous tomber sur la tête. Malheureusement, on est en plein dedans. Le plan de continuité, c'est de se dire, ben, si ma société est confrontée à un élément tel que le Covid, ben, comment je fais pour survivre, quelles sont les assurances qui ont été prises pour l'exploitation, etc., etc. Donc, plan de continuité va jouer de plus en plus un rôle important dans la due diligence. En ce qui concerne la durée, ben, la due diligence va dépendre principalement de la transaction, de la taille, la complexité. Qu'est-ce qu'on veut couvrir? Est-ce qu'on veut couvrir uniquement les aspects comptables, financiers en règle générale, ou on veut aller beaucoup plus loin? Et puis l'autre point, c'est est-ce qu'on a accès à l'information? Est-ce qu'il faut créer l'information? Elle est disponible, elle n'est pas disponible. Tout ça va faire que la due diligence va prendre plus ou moins de temps. Dans des petites structures, on va parler de 3 à 5 jours. Pour des plus grosses structures, on sera plutôt à 2-3 semaines. Voire plusieurs mois. Encore une fois, tout dépend des enjeux et tout dépend de la taille, la complexité, etc. L'autre volet, négociation avec le cédant, c'est la négociation avec le banquier. Là, encore une fois, il faut créer de la confiance. Peut-être que vous avez déjà de la confiance qui a été générée par des deals antérieurs. Vous avez déjà eu l'occasion d'acheter. Vous êtes un serial entrepreneur. En règle générale, on n'achète pas une entreprise chaque année comme on achèterait des petits pains. Donc, c'est une opération quand même assez unique dans une vie. Le business plan va être un élément qui va créer de la confiance pour permettre justement ce montage financier. Montage financier, mais en général, de quoi on parle? On parle d'un apport en fonds propres et d'un supplément qui est donné par des fonds externes. Donc, comment on goupille tout ça? Quelles vont être les conditions financières allouées au prêt, par exemple, qui aura été donné? Est-ce qu'il y a des hypothèques derrière, etc. Et puis, on va élaborer ce contrat avec le banquier. On obtient le crédit qui va, ou du moins, on obtiendra effectivement le crédit qui va permettre de débloquer la situation sur la convention en tant que telle. Et donc, acheter notre petit bijou, cette société rêvée, la cible, qui va vous permettre de vous réaliser en tant qu'entrepreneur. Le closing, la fin, là, il y a la convention de cession-acquisition. La signature, alors là, c'est un engagement définitif des parties, donc on n'est plus dans la lettre d'intention. On va définir également les termes de paiement, le transfert de propriété. Donc, en général, il se fait par l'écriture dans le registre des parts du transfert. Une assemblée générale dans laquelle on va faire démissionner les mandataires présents, donc le cédant en particulier. Hein. Il peut y avoir plusieurs associés ou plusieurs gérants. Ou ce qu'on appelle aujourd'hui des administrateurs, et la nomination des nouveaux mandataires qui sont en fait les repreneurs. Alors, un closing, une cession, une reprise ne peut pas se faire sans une transition. Donc là, il y a un accompagnement du cédant. Alors, il y a des modalités qui seront prévues dans la convention. En règle générale, en fonction du type d'activité, le cédant restera en place entre 3 et 6 mois. C'est quelque chose de relativement standard. Par contre, ce qui sera important, c'est que le message soit très clair par rapport aux employés, parce qu'il faut absolument éviter qu'on ait 2 capitaines à bord. Et on sait que, je le vois régulièrement, que c'est assez compliqué d'avoir un cédant qui reste dans l'entreprise, parce qu'il y a toujours ce conflit de loyauté au niveau des employés. Donc, se dire, ben voilà, c'était mon ancien patron, maintenant j'en ai un autre. En plus, j'aime pas trop ce nouveau patron. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais en même temps, de ce point de vue-là, l'expérience fait que les choses se passent bien. Donc, au début, il y a une certaine résistance, comme souvent. À partir du moment où les choses sont claires, les choses se passent bien.
puisque l'important, c'est quand même préserver le relationnel, non seulement avec les employés, mais surtout avec le cédant, parce qu'il va vous aider pendant un certain temps. C'est lui qui va vous introduire au niveau des clients, des fournisseurs, du banquier, de la famille. Donc, voilà, c'est super important cet accompagnement. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, bien le prévoir également dans la convention. Alors, la convention, peut-être juste rappeler que c'est un document juridique, hein, malgré tout. Donc, le cabinet de cession va vous aider à le rédiger. Mais il doit absolument être revu par un juriste et idéalement, c'est lui qui mettra son blanc-seing et dira OK, tout est en règle. Il y a pas mal de discussions autour de la convention. Une convention ne s'écrit pas en un jet, en un trait. Ça fait aussi partie de la négociation parce qu'il y a des clauses qui vont être mises et qui seront refusées par une partie ou par une autre. Donc, il y a pas mal de discussions autour de cette convention avant qu'elle soit signée. Donc, je terminerai en disant que la reprise, c'est certainement une très belle option. Mais bon, il n'y a pas de secret. Il faut une bonne préparation. C'est un long processus, donc un accompagnement est clé. Accompagnement par des personnes qui ont l'habitude. Hein. En général, le repreneur ou le cédant, il fera ça une fois dans sa vie. Celui qui est spécialisé, il a déjà eu l'occasion d'accompagner des dizaines d'entreprises. Donc, c'est quand même plus confortable. Les enjeux sont énormes, ne pas court-circuiter les différentes phases, donc pas essayer d'aller plus vite que possible, il faut respecter ces différentes phases. Attention aux émotions, tout simplement parce que voilà, quand on est dans l'émotion, on est moins dans le rationnel, dans la réflexion, ça peut nuire. La valorisation, on n'en a pas parlé, mais la valorisation est une technique financière qui va permettre de déterminer une valeur intrinsèque. La valorisation n'est pas une science exacte et c'est certainement pas le prix, puisque in fine, le prix sera le résultat d'une négociation. Il existe des fois des repreneurs ou plutôt des cédants qui disent moi, je vais à la pension ou à la retraite et soit je liquide, soit je vends. Lorsque vous êtes dans ce genre de considération, c'est clair que le repreneur a un avantage, puisque si vous allez liquider, d'office, vous allez demander un prix inférieur. Et gardez juste à l'esprit que lorsque vous avez ciblé, lorsque vous êtes dans cette discussion, eh bien, si pour une raison ou pour une autre, la cession ou la reprise ne se concrétise pas, elle ne se concrétise pas, ce n'est pas nécessairement un drame. Il y a d'autres belles entreprises à reprendre. Voilà pour ma part. Donc, il est 10h20. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Oui, on a quelques questions, donc comme prévu, on va prendre un petit peu de temps pour y répondre. Donc la première, c'était par rapport au financement avec les banques ou les autres institutions financières. La question était de savoir quel était le pourcentage de fonds propres nécessaire pour pouvoir convaincre voilà, son partenaire financier. Alors bon, ce qui est clair, ce que je vais vous dire aujourd'hui est différent de ce que j'aurais pu vous dire il y a un an. Puisque tout simplement le Covid fait qu'il y a une certaine réticence au niveau des banques et le facteur risque est de plus en plus présent. Et donc, voilà, elles essaient de se prémunir. Hein, j'en avais parlé tout à l'heure, le taux d'intérêt par rapport au risque pris est relativement faible. Donc, en général, on sera sur du 30% fonds propres, 70% banque. Mais bon, on peut être à 25, 75, on peut être à 35, 65, hein, mais c'est une fourchette qui est correcte. Merci. Toujours dans le même ordre d'idée, en tout cas au niveau financier, quelle est la durée de payback qu'on peut attendre? Donc j'imagine que la personne voulait dire la durée où l'investissement est amorti. Oui. En règle générale, juste pour donner un exemple, on est plutôt sur du rendement, on va dire, d'une dizaine de pourcents par an, mais une dizaine de pourcents par an sur 100% des fonds. En d'autres termes, si vous mettez un tiers, eh bien, vous multipliez par 3 votre rendement sur vos fonds propres. Donc, on sera plutôt sur un payback entre 3 et 4 ans. OK. Donc, ce sont des rendements qui sont importants. Hein. C'est clair qu'il y a un niveau de risque également, mais un rendement d'une dizaine de pourcents est normal. Donc, lorsqu'on regarde les analyses qui sont faites par
par des experts d'écoles prestigieuses, genre New York University, la Stern Business School et ce genre de choses, bon, on vous dira qu'on va tourner dans le marché à un rendement de l'ordre de 6-7% et un risque taille pour des PME de 3 à 4%. Donc, voilà, l'un dans l'autre, on est plus ou moins un rendement de 10%, mais c'est un rendement sur la totalité des fonds. Mais à partir du moment où vous utilisez l'effet de levier grâce justement au prêt, à l'accès à des crédits, vous pouvez avoir un rendement de 30%, sans problème. Merci Aslam. Encore une question. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre si on a déjà une société saine pour atteindre d'autres objectifs et donc garder sa propre société de management et en parallèle reprendre une autre société? Alors, une société de management n'a pas nécessairement la même vocation, hein. Donc, juste clarifier, une société de management n'existe pas en tant que telle, c'est une société comme une autre. La société de management, en règle générale, elle permet d'avoir ce statut d'indépendant et souvent, voilà, vous avez des réviseurs d'entreprise, des consultants comme moi qui sont dans ce genre de société. Mais voilà, en tant que tel, elle n'existe pas. Ce n'est pas un statut juridique spécifique. La société de management sera plus dans une optique de gestion. Elle peut être utilisée éventuellement comme une holding, donc il viendrait des parts de la société à reprendre. Hein, donc ça peut être quelque chose de plus facile également pour organiser un financement. Acheter une société, la question sera, est-ce qu'on est dans le même secteur d'activité? Est-ce qu'on veut consolider son secteur? Est-ce qu'on va trouver des synergies? Donc, tout dépendra de ce dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive l'acquisition? Et donc, ça, c'est divers et varié. Donc, ça, pour répondre, il faut vraiment connaître le détail de la transaction. Mais avoir une société, en racheter une seconde est tout à fait envisageable et ce n'est pas quelque chose de négatif. Et pour terminer, on va encore parler d'aspect financier, c'est de donner un ordre de grandeur par rapport au coût de tout l'accompagnement, due diligence, convention, etc. Est-ce que c'est possible de donner oui, un ordre de grandeur à la grosse louche? Alors, je vous avoue que moi, j'aide beaucoup plus les cédants que les repreneurs. Donc, je ne connais pas trop les tarifs, je veux dire, de l'accompagnement d'un repreneur. Mais en règle générale, si on parle d'une valorisation d'entreprise, on va tourner Ici, je vais parler d'une société, on va dire, d'une dizaine de personnes. Hein. Je ne vais pas parler d'une boîte de 200 personnes, évidemment. Mais sur une valo, on sera entre 3 et 4 000 euros. Sur la due diligence, là, il faudra compter plus ou moins, je dirais, entre 1 200 euros par jour. Donc, si vous êtes dans une due deal d'une semaine, on sera sur du plus ou moins 6 000 euros, quelque chose comme ça, 5-6 000 euros. Et donc, on sera plus dans une optique quasi un tarif horaire. Bon, on peut donner un forfait, etc. Mais un tarif journalier de l'ordre de 1 200 euros est tout à fait normal. Hein, donc, on peut être plus haut, peut-être un peu plus bas, mais je dirais ça, c'est plus ou moins la ligne. Donc, il faudra passer du temps sur la lecture de la lettre d'intention, sur la convention, etc. Donc, il faudra voir quel est le package total qu'on peut offrir. Ça, c'est de la partie repreneur. Sur la partie cédant, en règle générale, on travaille avec des frais de dossier pour démarrer le diagnostic, etc. Parce que le cédant doit faire la même chose quelque part. Et on va travailler sur un success fee. Donc, c'est des honoraires variables qui seront payés uniquement au succès. Donc, si on n'arrive pas à céder, on n'est pas payé. Donc, dans le cas du repreneur, les choses sont différentes, puisque là, d'office, il y a tout l'exercice qui devra être mis en place. À partir du moment où il y a un ciblage, etc., il y aura des heures prestées. Et je ne vais pas dire que c'est un peu la même approche que les avocats, mais ça y ressemble. Hein. D'autres questions? Alors, ici, j'ai fait le tour des questions. Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter en un petit quart d'heure, en fait,
la plateforme Affaires à suivre. Avant ça, je vais rebondir sur une question qui a été posée dans le chat et qui concernait les plateformes, enfin les conseillers en transmission qui pourraient éventuellement vous aider. Alors, sachez que vous avez tout d'abord un accompagnement gratuit qui peut être proposé par certaines structures d'accompagnement. Je pense notamment au guichet d'économie locale ou à Hub Brussels ou encore certaines structures comme Credal également qui peuvent faire de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à contacter ces structures qui peuvent vous accompagner dans la reprise de votre activité et c'est tout à fait gratuit. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi. Alors, si on parle vraiment d'experts en transmission, vous pouvez trouver donc des experts via le site de la SO Access, qui est en fait un site de la région wallonne. Mais il y a également la possibilité sur ce site de la région wallonne de trouver des experts qui sont agréés à Bruxelles. Et donc, si par exemple on clique sur cabinet de cession-acquisition et zone d'intervention Bruxelles-Capitale, on va trouver toute une série d'acteurs qui sont agréés par la région wallonne, mais qui sont actifs à Bruxelles. Et donc, ça donne une certaine légitimité à ces acteurs-là. Et donc, vous pouvez voilà, voir un petit peu quelle est leur fiche et leur domaine d'intervention. Donc, il y a une bonne partie qui sont actifs sur Bruxelles dans ces conseillers en transmission, dans ces consultants. C'est un véritable métier d'être consultant en transmission. Aslam Bakali est d'ailleurs agréé à la SO Access. Donc, ça, c'est une bonne manière, je dirais, de trouver des acteurs qui sont compétents et légitimes pour faire le travail, donc le site de la SO Access. Une deuxième chose que je voulais évoquer également, ce sont les subsides. Donc Aslam, dans sa présentation, a évoqué certains subsides. Il y en a au niveau de la région bruxelloise pour la reprise. Vous devez aller en fait sur le site de Bruxelles Économie Emploi. Donc j'y suis en ce moment, vous voyez l'URL s'afficher. Donc work-économie-emploi.brussels. Vous avez une rubrique aide et subsides. Et donc, vous allez dans découvrir les primes. Et donc là, on peut même sélectionner les primes par rapport à certains critères. Ici, on a la liste en fait de toutes les primes et vous avez notamment une prime pour reprendre une entreprise. Alors, la prime pour reprendre une entreprise, c'est une prime qui va vous être octroyée dans la réalisation d'un plan financier, d'une étude de marché ou d'un travail de consultance de manière générale. Mais il faut que l'entreprise réponde à certains critères, notamment qu'elle occupe au moins 3 travailleurs, que son chiffre d'affaires soit inférieur à 2 millions d'euros. Donc voilà, le scope est relativement réduit, mais vous pouvez faire appel donc à certains subsides, donc en consultance, hein, comme je le disais essentiellement. Ça peut être en formation, en garde d'enfants également, ou pour participer à une foire à l'étranger, en sachant que plus de 50% de la prime doit être allouée à une mission de diagnostic de reprise, dont a parlé Aslam également, sur cette partie diagnostic qui est évidemment essentielle. Alors, vous avez également la prime pour reprendre un fonds de commerce. Et là, il faut passer par un réviseur d'entreprise qui va en fait évaluer le fonds de commerce. Et donc là, vous avez l'explication par rapport à cette prime. J'ai évidemment pas le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, vous savez que ces primes existent. N'hésitez pas à aller vraiment voir en profondeur ce qu'il est possible de récupérer, notamment en termes de pourcentage. Et vous avez enfin la prime à la consultance. Donc là, c'est quand même une prime de 40 à 60%, donc c'est relativement intéressant. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un numéro d'entreprise, par exemple une société, et vous voulez reprendre un fonds de commerce ou éventuellement une autre société, et là, vous pouvez alors faire appel à ce subside à la consultance. Et vous avez, dans les 12 missions qui sont évoquées, à un moment donné, on parle de reprise. Alors, ça se trouve où? Voilà, c'est ça, c'est la 10e mission, un diagnostic dans le cadre de la reprise d'une entreprise. Donc, si vous êtes déjà une entreprise, vous pouvez être subsidié dans le cadre de la reprise. Et si vous n'êtes pas encore une entreprise, comme vous le voyez tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité d'être subsidié. Donc voilà, ça c'est les 3 grands subsides que vous pouvez obtenir dans le cadre de la reprise d'activité. Et au 18-19, on peut vraiment vous donner des détails aussi par rapport à ces subsides-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question suite à la consultation de ces subsides. Voilà, si on prend maintenant affaire à suivre,
C'est donc une plateforme d'achat-vente d'entreprises qui est commune à la région wallonne et à la région bruxelloise. Il faut savoir qu'avant, la Wallonie avait sa propre plateforme et Bruxelles également. Et on a décidé, pour des raisons de facilité finalement pour les utilisateurs, de combiner les deux plateformes et d'avoir une plateforme commune. Donc vous avez ici le nouvel affaire à suivre. Il est sorti il y a quelques semaines, donc c'est relativement récent. Vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, directement sur la page d'accueil, chercher votre secteur d'activité. Vous mettez par exemple secteur des services, localisation, on va mettre Bruxelles dans ce cas-ci. Vous pouvez choisir un prix indicatif de vente. Donc si on met par exemple 2 à 300 000 euros de prix indicatif de vente, on recherche et on va trouver quelques entreprises qui répondent à ces critères. Voilà, donc vous avez une activité, attendez. Ah non, apparemment, il n'y a pas d'entreprise qui... Oui, évidemment, si on met un critère de prix, c'est assez limitatif. Donc, on va enlever le critère de prix. Et donc là, si on enlève le critère de prix, on a des entreprises uniquement à Bruxelles qui sont actifs dans le secteur des services. On a par exemple un cabinet dentaire, un coworking de cuisine, une entreprise de déménagement, un coiffeur, etc., etc. Il faut savoir que cette plateforme, c'est essentiellement pour des commerces, pour de l'ORECA, quel que soit le prix de reprise. Et alors pour d'autres activités, notamment les activités de service, là on va limiter aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Hein, donc on est plutôt dans le cadre de fonds de commerce, de TPE. Vous voyez, donc c'est le genre d'entreprise qu'on voit ici. Donc c'est très facile d'utilisation. Si vous voulez à un moment donné solliciter le vendeur, vous pouvez le faire en vous inscrivant à la plateforme. Donc là, vous avez la possibilité de vous inscrire en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, vous pourrez rentrer en contact alors avec un cédant potentiel s'il y a une entreprise qui vous intéresse. Alors, au-delà de la partie vraiment matching, donc acheter, vendre de cette plateforme, vous avez également des ressources qui sont utiles. Hein. Vous avez l'onglet ici ressources utiles. Il y a certains documents dont a parlé Aslam Bakali tout à l'heure qui apparaissent sur le site. Donc, si on va dans documents, vous avez par exemple voilà, reprise versus création, hein, ça rejoint un petit peu la présentation tout à l'heure. C'est évoqué ici. Vous avez un exemple de LOI. Vous avez un glossaire hein, qui reprend tous les termes qui sont utilisés dans la reprise. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de termes voilà, qui sont assez spécifiques. Et donc, vous avez ces termes qui sont repris ici dans le document. Et alors, si on prend un petit peu avant, vous avez ici quelques outils, notamment un test repreneur qui est mis en place par l'Asso Access. Ça vous permet à vous de finalement savoir si vous avez ce profil de repreneur d'entreprise. Je pense que ça répond à une certaine question qui était posée également dans le chat à la fin de la présentation d'Aslam. Si vous posez la question, voilà, est-ce que moi, je pourrais éventuellement reprendre une entreprise? Est-ce que j'ai les reins assez solides? N'hésitez pas à passer ce type de test. Ça vous permet d'y voir finalement plus clair. Donc voilà, on voit que le site Affaires à suivre est relativement facile d'utilisation. On a fait en sorte, en tout cas, avec l'Asso Access, que ce soit voilà, facilement utilisable. Et si vous avez des questions, notamment par rapport à la plateforme, n'hésitez pas en tant que Wallon, si vous êtes Wallon, ce qui est possible ici, on accueille évidemment les Wallons dans notre webinaire également. N'hésitez pas à contacter l'Asso Access. Si vous êtes bruxellois, vous pouvez contacter à ce moment-là plutôt le 18-19 aux heures indiquées, en sachant que exceptionnellement, actuellement avec la crise du Covid, on est également ouvert l'après-midi et pas uniquement le matin. Vous pouvez nous envoyer un email, en sachant que sur le site du 18-19, voilà, il y a un lien. Vous avez également l'infothèque ici. Vous avez énormément d'informations sur la reprise et la cession. Donc, si on va dans démarrer une entreprise et formalités, vous avez également de l'information sur la reprise d'entreprise. Voilà. Et notamment, ça rejoint certaines choses qui ont été évoquées aujourd'hui. Ça reprend également les structures d'accompagnement dont je vous parlais au début de mon exposé. Donc voilà, affaires à suivre.be, n'hésitez pas à aller consulter certaines annonces. Voilà Catherine, je te redonne la parole. Merci Hugues. On va accueillir Guido Segers. Guido, je te désigne comme présentateur, ça va te permettre de partager ton écran.
Oui, merci. OK. Et là, on voit mon écran aussi? Pas pour le moment. On voit ta webcam, ça aucun souci. Voilà, Oui, maintenant on voit oui, on voit ton PowerPoint, merci. bonjour, donc mon Je nom est... je dis juste un petit mot, excuse-moi, je t'interromps, pour rappeler qu'on prendra de nouveau un petit moment de questions-réponses à la fin, de la présentation de Guido Segers. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas via le chat et après l'intervention de Guido Segers, on accueillera Pierre Faucamp pour le témoignage. Voilà, je me tais, je vous laisse. Merci. Donc, mon nom est Guido Segers. Je suis le manager de plateforme de transmission et overname Mart, les deux plateformes qui appartiennent à Unizo. Donc, voici quelques images de la semaine de transmission en Flandre, qui se déroule pour la 10e fois cette année-ci. Donc, pendant un petit quart d'heure, je vais vous parler de notre mission, la mission donc de overname Mart et plateforme de transmission, quelques chiffres clés de nos plateformes, nos programmes d'accompagnement pour les petites PME et quelques exemples des profils de PME en Flandre qui ont été accompagnés par nous-mêmes. Donc d'abord, voici les pages d'accueil de overname Mart et plateforme de transmission. Ça donne une idée de ce que c'est nos plateformes, car il y a plusieurs autres plateformes qui utilisent les mêmes mots de recherche sur le système de Google. Nous sommes tous les deux membres de Transeo. Transeo est donc une association européenne qui veille à un standard de qualité et aussi moyen d'échange de bonnes pratiques entre les différentes plateformes. Nous sommes aussi possible donc de nous consulter par votre smartphone. Donc voici notre mission, c'est donc d'abord faciliter les transmissions de PME. Donc les plateformes sont conçues pour des contacts directs entre cédants et repreneurs, et le même comme l'autre plateforme qui a été présentée par Hugues. Nous donnons aussi pas mal d'informations, donc des documents utiles webinaires. À dire vrai, il y en a plusieurs en néerlandais comme français. Donc aussi un programme d'accompagnement pour les petits PME et on va vers des experts. Donc voici le nombre de visiteurs, ça donne une bonne idée de notre succès, ce sont des chiffres pour toute la Belgique, surtout en Flandre à dire vrai. Donc nous avons environ 30 000 utilisateurs chaque mois, il y a presque 50 000 sessions, donc le même utilisateur peut consulter la plateforme plusieurs fois par jour, par mois. Il y a un pic chaque semaine, donc chaque lundi, on envoie donc une mailing avec tous les nouvelles profils qui ont été publiés cette semaine-ci. C'est pendant ce jour qu'on a plus de 2000 visiteurs par jour. L'autre jour, c'est environ 1000 visiteurs par jour, comme vous voyez ici. Ce qui est plus important, et certainement pour les cédants, aussi pour les repreneurs, donc l'offre sur nos plateformes est environ stable, environ 500 annonces qui sont donc publiées, mais nous suivons aussi le nombre de formulaires de contact, et vous voyez donc au mois d'avril et mai, le nombre est un peu diminué, mais globalement, on est à plus de 1000 formulaires de contact par mois, donc pour 500 profils, ça veut dire que chaque profil a environ 2 formulaires de contact. C'est donc une sous-estimation, car pour les profils qui sont publiés par les professionnels, eux, ils peuvent prendre contact directement par téléphone, et pour celle-ci, je n'ai donc pas dans cette statistique. Donc voici, donc, les plateformes ont été conçues pour des contacts directs entre cédants et repreneurs, mais dans la pratique, plus que la moitié des profils qui sont publiés sur nos plateformes sont publiés par des professionnels. Nous avons aussi une rubrique pour l'immobilier commercial. Nous avons aussi une rubrique participation, c'est plutôt pour trouver un associé. Et donc, les profils qui sont accompagnés par nous-mêmes, ils sont publiés sur une rubrique spécifique ici, désignée comme conseil sur mesure, advies op maat.
Voici les prix. Donc, le prix pour le public, donc pour les acheteurs, tout est gratuit. Donc, nos plateformes sont joignables sans frais. Mais pour publier une annonce, ça coûte 99 € par 3 mois ou 75 € si on est membre de Uniso ou client chez KBC. Normalement, le prix est plus élevé si on le publie en 2 langues, mais à cause de semaines de transmission et pour le reste de l'année d'ailleurs, on a cette offre spéciale que pour les francophones qui publient leur annonce sur notre site. En français, nous ferons la traduction en néerlandais et publication en néerlandais sans frais supplémentaires. Donc, le moyen à publier, c'est assez facile. Donc, c'est comparable aux autres systèmes. Donc, d'abord, une identification sur base du numéro TVA. Deuxièmement, le suivi des profils. Ça, c'est donc l'écran pour les cédants. Ils peuvent donc suivre les résultats de son annonce, donc le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de formulaires de contact. Les éléments qui doivent être publiés obligatoirement, c'est d'abord le titre, une description, le secteur, le nombre de personnel, mais par exemple le chiffre d'affaires ou le prix ne sont pas des champs obligatoires. Donc, comme j'ai dit, le paiement se fait seulement pour les cédants. Ça, c'est, disons, pour notre plateforme qui est donc tout à fait similaire aux autres plateformes. Je veux vous présenter notre programme d'accompagnement qui peut être intéressant pour les repreneurs partout en Belgique, car c'est un programme d'accompagnement spécifiquement pour les petits PME. Et ça a été développé en relation avec la région flamande qui donne des subventions. La commercialisation est faite par Uniso. Tout ce qui est valorisation est fait par Antwerp Management School du point de vue plus académique et KBC Bank du point de vue plus pratique. Et tous les cédants et aussi tous les repreneurs ont fait le screening à l'aide de rapport de Graydon. Pour les cédants, on a un système de scan qui est similaire au système qui a été expliqué par Hugues, donc un système qui est développé par Group Class. Donc, qui sont donc les cibles? Donc, les cédants sont des petites entreprises unipersonnelles ou des petites sociétés situées en Flandre avec une valeur estimée de moins d'un demi-million. Notre objectif, c'est que la moitié de ces dossiers soient vendus dans les 12 mois et c'est vraiment un défi car pour les petites entreprises, ce n'est pas toujours facile. Donc, notre première intake, c'est donc de voir si c'est bien une petite société qui a une rentabilité éprouvée, pas de structure trop complexe, pas moins de mancho et que les attentes de l'entrepreneur soient réalistes. Ça, c'est donc le premier pas. Donc, d'abord, c'est donc l'analyse de base en néerlandais. Overnamescan, c'est sur base de 70 questions qui donnent une idée. Est-ce que cette entreprise et cet entrepreneur, est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour la cession de leur entreprise? Deuxième étape, c'est la valorisation qui se fait donc ensemble avec l'expert de KBC Bank et notre outil de valorisation de Uniso. Troisième étape, c'est donc mettre en ligne l'annonce sur le site et aussi une checklist, je ne dis pas information memorandum car normalement, disons pour les dossiers plus grands, il y a vraiment une tas de documents. Ici, c'est plus réduit, mais c'est une checklist que tous les documents qui sont nécessaires pour la préparation de reprise. Ici, un témoignage qui donne une bonne idée de ce qu'est notre objectif. Notre objectif n'est donc pas le prix le plus haut que possible, mais plutôt, disons que plus que possible de petits commerces peuvent être transférés et donc le commerce reste à exister. Donc ici, c'est en gardant de bons sentiments, c'est encore mieux, disons, que dire que oui, j'ai réalisé le meilleur prix. C'est une autre dimension. Hein. Si on consulte nos sites, les profils qui ont été accompagnés par nous-mêmes, il y a ce logo dedans. Je vous donne 3 exemples donc, qui sont encore sur nos sites.
en néerlandais et en français. Le premier est un mauvais exemple à cause du Covid. Bien sûr, tout le secteur des événements est un peu à l'arrêt. Mais ce deuxième est le meilleur exemple. On vient d'annoncer que cette commerce en gros, en accessoires pour secteur automobile, a été vendu il y a quelques semaines. Et on a fait une interview qui est aussi donc une sorte de publication, promotion pour notre programme d'accompagnement, aussi bien du point de vue de cédant que du point de vue du repreneur. Et ici, c'est une très petite entreprise menuiserie spécialisée en production d'escaliers. Il y a quelques ans, c'était encore une société familiale. C'est la famille qui a cédé cette petite société à un investisseur, mais après 3 ans, l'investisseur veut revendre cette société, mais il est un peu, disons, trop strict sur le prix, et c'est à cause de ça que ça traîne un peu, mais ça reste une petite société située entre Anvers et Bruxelles et qui est encore disponible sur notre site. Donc, les moyens à prendre contact pour les profils qui sont accompagnés par nous-mêmes et les autres, en principe, c'est la même manière à prendre contact, c'est-à-dire par le formulaire de contact sur le site. Mais pour ces profils spécifiques, il y a une déclaration de confidentialité unilatérale qui est imprimée automatiquement. Et si le candidat indique son numéro de TVA, on obtient automatiquement un rapport gré du candidat. Donc, c'est le cédant qui peut se rendre compte qui, en fait, est intéressé, car ça, c'est, disons, un défi pour les plateformes, c'est de faire une bonne identification que qui est, en fait, le candidat repreneur. Malheureusement, notre marché de conseil qui était normalement prévu pour le mois de décembre, à cause du Covid, est reporté jusqu'au mois de mai 2021. Donc, encore du temps pour vous en informer. Et voici nos partenaires. Donc, on travaille ensemble avec Transeo, aussi avec 1819. Et voici mes données. Merci pour votre attention. Merci Guido Segers.